Alors Daniel, je viens de faire un petit travail de résumé, là en quelque sorte, de la première partie, concernant le travail qu'il y a donc à faire, l'étape préliminaire pour construire ce double éthérique là. Alors il me semble, à travers tes propos, qu'il en ressort que le principal travail doit se faire au niveau de la transparence de l'ego, ce qu'on pourrait appeler la transparence de l'ego. Donc un ego transparent serait un ego qui ne cherche pas à convaincre, à avoir raison, parce qu'en fait il n'a rien à prouver. Un ego transparent, c'est un ego qui ne cherche pas à dominer ou à contrôler les autres parce qu'il n'a pas d'insécurité. Et un ego transparent, c'est un ego qui ne juge pas simplement parce qu'il comprend. Ça, ce serait un peu pour résumer la fin de ta première partie. Bon, si on Ok. parle d'un ego qui n'a rien à prouver, c'est un terme qu'on emploie souvent, ça. On doit se prouver, ou encore on n'a rien à se prouver, ou on n'a rien à prouver. Alors, prenons l'exemple de l'humilité, un ego qui n'a rien à prouver. Donc, qui n'a rien à prouver à ceux et à d'autres. Qui n'a rien à se prouver, qui n'a rien à prouver à d'autres. Qui n'a rien à prouver. Qu'est-ce que vous avez à prouver? Pourquoi prouver ce genre de choses? Qu'est-ce que ça l'amène de le prouver? Je dois me prouver que je suis capable de réussir. Tu ne peux pas te contenter de réussir. Faut que tu te le prouves. Il y a une nuance majeure. Parce qu'il y en a un qui va souffrir tout au long de l'ascension vers la réussite, parce que lui, il ne veut pas réussir. Non, c'est pas parce qu'il a l'intelligence de la réussite. C'est qu'il est poussé dans le dos par l'insécurité de l'ego. Il faut qu'il se prouve qu'il peut réussir. Qu'est-ce qu'on a à prouver? Pourquoi voulez-vous prouver que vous conduisez mieux que d'autres? Que vous êtes des meilleurs pères ou meilleures mères de famille que d'autres? Que vous êtes des meilleurs employeurs ou employés que d'autres? Que vous êtes des meilleurs humains que d'autres? Que Pourquoi, en fin de compte, prouver? Et on prouve pourquoi? Et qu'est-ce que ça donne de prouver? Lorsque l'on prouve, c'est que l'on veut toujours se prouver. On ne veut pas prouver à personne d'autre. Et lorsque les autres accréditent, donc lorsque l'on prouve aux autres, les autres accréditent. Et là, ça nous prouve qu'on avait raison de le prouver. Alors, on veut toujours se prouver. Mais pourquoi? Se prouver quoi? Voulez-vous vous prouver que vous êtes intelligent? Vous risquez de découvrir que vous ne l'êtes pas. Mais vous l'êtes. Mais de la façon dont l'humain fonctionne, il arrive souvent à se prouver l'inverse. Et cette preuve n'est même pas une preuve, elle n'a rien à foutre. Celui qui commet une erreur commet une erreur. Est-ce que ça prouve qu'il est imbécile? Non. Ça prouve que dans l'état actuel des choses immédiates où il a commis ce que vous appelez l'erreur, ben il a commis ça. Mais dans 6 mois, dans 2 semaines, dans 1 an ou 2 secondes après, ça prouve plus rien. Parce qu'il a changé. Changer un petit peu, changer énormément, mais ça ne prouve plus rien. Prouver qu'on est courageux quand on est jeune puis on casse des vitres de char, ça prouve quoi? Qu'on est niaiseux. Ça prouve l'inverse. Prouver qu'on a raison puis qu'on a toujours raison puis que c'est nous autres qui dominent dans la famille, ça prouve quoi? Ça prouve qu'on est insécure en maudit. Se promener avec les bras comme ça pour prouver qu'on est des mâles, ça prouve quoi? Ça prouve qu'on est peureux en maudit. On n'est pas capable d'accepter d'être à l'aise, qu'il faut qu'on n'accepte pas. Là, il faut que tout le monde ait peur. Là, ça nous donne l'impression qu'on est puissant, parce qu'on a peur. Donc, on n'est pas courageux, on est peureux. Celui qui va dans un cimetière pour se prouver qu'il n'a pas peur, il a tellement peur de ne pas être sûr qu'il n'a pas peur, qu'il s'en va dans un cimetière, ben, il prouve par là qu'il a peur. Il a peut-être pas peur de s'asseoir les fesses sur une tombe, mais il a peur en maudit d'assumer le fait que peut-être il n'est pas capable. Donc, il faut qu'il se prouve. Vous vous faites couper sur une route lorsque vous conduisez, puis là, vous êtes... Pourquoi il faut toujours qu'on se prouve? On fait des courses, on fait des conneries toute notre vie. Combien d'actions, de gestes, de décisions avez-vous posé pour prouver? Plus que vous pensez, parce que bien des fois, c'est inconscient. Alors effectivement, lorsque l'ego devient transparent, les alchimistes disent que le carbone, c'est ce qui constitue le diamant. Et ils disent aussi que le carbone, c'est ce qui constitue le charbon. Et c'est vrai. Scientifiquement, c'est vrai. Le diamant est du carbone pur et le charbon qu'on ramasse dans les mines, c'est du carbone pur. Et vous voyez très bien la différence entre le diamant et le carbone et le charbon. Le charbon, c'est noir, c'est sale, ça s'effrite.
Le diamant, c'est extrêmement dur. C'est la pierre la plus dure qu'on a. Elle est transparente. Et elle est propre. Et les deux sont du carbone pur, agencé différemment. Alors, l'alchimie, justement, parle de cela. Prendre le charbon qu'on a, la lame, et la transformer en diamant ou en pierre précieuse. Lorsqu'on n'a plus rien à prouver, moi, j'ai rien à prouver, quelqu'un va me dire « Ouais, mais c'est complètement idiot ce que tu dis là! » Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? J'ai rien à prouver. Ça ne changera rien. Alors, je m'en fous. Tous ceux qui ne m'entendent pas sont contre ce que je dis. Alors, c'est pas parce qu'il y en a un de plus que j'arriverai à convaincre. Je ne veux pas convaincre, j'ai rien prouvé. Mais si j'en convainc un, ça change quoi réellement? Entre vous et moi, ça va changer quoi dans ma vie? J'en convainc 100. Ça va changer quoi dans ma vie? Dans 5 ans d'ici, ça va avoir changé quoi? Ah, rien. Être bien dans sa peau, ça veut dire être bien dans sa vibration. Pas juste dans son corps physique, dans sa vibration. Lorsque l'ego est translucide, on est bien. On n'a plus rien à prouver à l'enfant, qu'on est le parent. On n'a plus rien à prouver au patron, qu'on est l'employé, puis qui nous trosse, qui nous fourra pas, puis qui nous aura pas, puis etc. On vit bien. Vous ne gagnez pas assez d'argent en travaillant, changez de travail, ou comprenez l'intelligence de faire des moyens de pression pour avoir une augmentation. Pas pour prouver au boss que c'est vous autres qui allez mener l'affaire. Oui, non. Faites-le par intelligence au lieu de le faire par orgueil. Et vous allez lentement créer un dôme éthérique. Et vous allez, veut pas, survivre à votre mort. Bon, il y a plusieurs questions où on te demande de faire le point, la différence ou les nuances qui peuvent exister entre l'identité, la personnalité, l'ego, la personne. Bon. Alors évidemment, je ne pourrais pas expliquer ce soir autant qu'on peut l'expliquer dans un séminaire pour la simple raison qu'on n'a pas autant de temps. La personne, c'est la globalité de ce que vous êtes. Vous êtes des personnes. La personne, elle est divisée en personne physique, en personne vitale, la vie, en personne astrale, en personne psychologique et en personne mentale. La personne, c'est ce que vous êtes globalement. Maintenant, si nous parlons au niveau du plan de conscience, alors on exclut pour l'instant la conscience physique, l'instinct, réflexe et la conscience vitale. On va parler de la conscience astrale, psychologique et de la conscience mentale. La différence entre la personnalité et l'ego, l'identité et la personnalité. L'identité, bon voilà. Ça peut être un peu difficile à comprendre. De toute façon, c'est sur cassette. Si à un moment donné, ça vous intéresse de réécouter, on peut réécouter. Sinon, de toute façon, à un moment donné, ceux qui ont à comprendre vont finir par arriver à comprendre et prendront les moyens pour. La personnalité, c'est la forme que va prendre l'agglomération de toute l'expérience de votre vécu sur le plan planétaire. Je dis bien la forme. Et la personnalité est là le contrôle. La personnalité, c'est un phénomène qui est relié au plan astral. Donc, qui est relié au plan de la mémoire, des désirs, de l'émotion. Et la relation que va vivre le désir, la mémoire et l'émotion ensemble s'appelle la psychologie. Lorsque je parle de la psychologie, je parle des mécanismes de relation entre les plans astraux, entre la mémoire, l'émotion et les désirs. Bon. Ça, c'est la psychologie, c'est l'astral. La personnalité, elle est astrale. L'astral, par le biais du système endocrinien, par le biais de l'énergie vitale du corps physique, manipule le corps physique. Alors, votre personnalité tend lentement à induire une mutation dans votre corps physique pour faire en sorte que lorsqu'il va vieillir, lorsque vieillissant, il puisse adopter l'image physique qui est le plus en affinité vibratoire avec votre personnalité psychologique. Il y a juste un problème, c'est que votre personnalité psychologique, donc la forme, qui va donc induire la forme physique aussi à la longue, elle peut induire la forme des lignes de la main, la forme de la caractérologie, la forme de l'écriture, la forme de votre vestimentation, etc.
Cette psychologie, cette personnalité, elle évolue en avance sur le temps d'expression de la forme physique, ce qui fait que normalement, votre corps physique ne plaît jamais suffisamment à votre correspondance psychologique, pour la simple raison que le temps que ça prend à votre corps physique d'adopter la personnalité ou la forme de personnalité qui plaît à votre ego, à votre personnalité identifiée, votre personnalité change. L'enfant aimerait avoir de la barbe, mais il n'y a pas de barbe. Lorsque l'enfant commence à avoir de la barbe, cela ne veut pas dire que sa personnalité veut toujours en avoir. Et à un moment donné, la personnalité, elle se change, elle change, elle change, et le corps physique prend plus de temps à suivre. Ce qui fait que normalement, vous avez un corps physique qui vous aurait plu il y a quelques années, mais qui ne vous plaît plus présentement, pour la majorité. Alors évidemment, on met du fard, on se maquille, pour ne pas dire on se déguise, pour essayer d'ajuster notre corps physique à la personnalité évolutive qui nous habite. Mais cette personnalité qui est la forme de votre énergie, elle a l'impression, cette personnalité, ce qui détermine votre façon de penser, votre façon de jouir de la vie, votre façon de goûter, votre façon de dormir, votre façon de tout faire. C'est votre personnalité. Sauf que l'efficacité va être exprimée par la coloration que va vivre votre personnalité dans l'expression de la vie courante. Cela veut dire que votre personnalité risque, si elle se prend au sérieux, de vivre une phase égoïque, de vivre une phase d'identification, donc de connaître l'identité. Lorsque la personnalité, lorsque chaque molécule vient créer un récipient, c'est la personnalité, c'est la forme. Alors automatiquement, tout ce qui va rentrer dans le récipient aura la forme du récipient. N'est-ce pas? La personnalité, c'est la forme. C'est important parce que la forme dégage une onde de forme et c'est cette onde de forme qui va énergétiquement créer des relations entre vous et les autres. L'onde de forme, hein? C'est pour ça que physiquement, vous vous aimez ou vous ne vous aimez pas les uns les autres, en plus psychologiquement. Et c'est cette onde de forme qui, une fois mort, la personnalité astrale garde donc cette forme et c'est cette onde de forme qui va être attirée par le double éthérique ou par le monde des morts. Tout ce qui pénètre à l'intérieur de cette personnalité prend la forme de la personnalité. Mais lorsque ce qui pénètre à l'intérieur finit par être suffisamment densifié par répétition incessante, incessée des mêmes expériences, ça crée de l'ego. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la même forme qui rentre dans la personnalité finit par penser qu'elle détermine la personnalité. Qu'elle possède un corps physique. Que ce qui a pénétré comme expérience dedans, cette personnalité, possède un corps physique, possède la vie, et que cette chose ici peut évoluer. Ça, c'est l'identité. L'identité, c'est ce qui rentre dedans. Et l'identité, c'est ce qui doit former la personnalité. Sauf que lorsque l'identité refuse, et c'est normal, parce qu'elle s'identifie à lui-même, lorsque l'identité refuse de mourir, donc de devenir autre chose, lorsque l'identité, lorsque l'ego, lorsque vos mémoires, vos désirs, lorsque votre passé refuse obstinément de mourir, lorsqu'on ne veut pas oublier, lorsque vous-même, vous refusez carrément de nourrir la personnalité aux dépens de l'identité, vous finissez par penser que ce qui est dedans ici est ce qu'il y a de plus important. C'est l'ego, c'est l'identité. Moi, j'évolue, et pour évoluer, je veux de la connaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, ce qui est dedans, là, ici, là, j'évolue, et pour évoluer, je dois ramasser de la connaissance. Et là, je dois en mettre de la connaissance jusqu'à un moment donné où je ne peux plus en ramasser. Je comprends pas tout, puis je peux plus rien comprendre de plus, puis là, je souffre. La personnalité doit grossir, doit gonfler. Et pour gonfler cette âme, cette personnalité énergétique, elle doit puiser dans le plan vital, ce qui fait que vous allez vous épuiser à force de vouloir remplir de connaissances votre ego. L'ego connaît l'extérieur à partir de ce qu'il connaît dedans, donc de ce qu'il a expérimenté et mémorisé. Et là, il est sick dans un monde connu. Tout ce qui est inconnu n'est pas dedans. Vivant son extérieur par rapport à ce qu'il a dedans, il a peur de l'inconnu. Ayant peur de l'inconnu, il pense que l'évolution, c'est ramasser de l'information. Alors la science, alors on y va. L'intuition, puis on essaie d'expliquer, puis on en met dedans. Et ça ne sécurise pas l'ego, parce que l'ego ne peut pas contenir dans la personnalité tout l'univers. Par contre, la personnalité, elle peut devenir un canal très, très, très doux
qui laissera passer l'intelligence active, antiquement appelée l'Esprit Saint, l'énergie supramentale, sans que l'humain ait besoin de cette expérience mémorielle, et automatiquement l'humain vit dans la réalité des faits en rapport avec la réalité de la vie. L'identité, c'est tout ce que vous allez mémoriser. Autrement dit, je vous amène quelque part, je vous fais un lavage de cerveau. Le lavage de cerveau, c'est simplement... Un lavage de cerveau, c'est lorsque l'on prend une personnalité et une identité et que l'on vide la personnalité des mémoires. Plus d'identité. Alors, la personne, elle est là. Et elle ne fait rien parce qu'elle n'a pas d'identité et elle n'est pas reliée à l'intelligence active. Parce que reliée à l'intelligence active, si on la vide, on la fait évoluer. Moi, présentement, si je me fais ramasser comme fait un lavage de cerveau, je deviens divin. Parce que tout ce qui reste qui me nuit, on me l'élimine. Ça va bien. Sauf que l'humain normal qui n'est pas en contact avec son esprit, si on le vide, ben là, il n'y a plus rien. Il ne marche plus. Il devient un zombie. Il devient un lavé. Une fois qu'il est lavé, il a une personnalité, mais qui ne s'exprime pas parce qu'il n'y a pas d'identité. Alors, on prend quelque chose d'autre, des mémoires, des nouvelles mémoires, on lui dit qu'il s'appelle un tel, qu'il a vécu dans telle nation, qu'il a eu telle femme, on le rééduque. On le re-remplit. Et là, on peut en faire un espion double, on peut en faire un assassin, on peut en faire ce qu'on veut. On a simplement vidé l'identité mémorielle et on ne peut pas vider la personnalité. Et par la suite, on va rééduquer ce bonhomme pour en faire un agent double et là, on le re-remplit de quelque chose d'autre. L'identité, c'est ça. Lorsque le bonhomme revient à lui, il était peut-être américain, maintenant il va dire « je suis soviétique ». Ou il était peut-être russe, il va dire « je suis américain ». Et non, il n'était pas américain de naissance. Mais maintenant, il va dire qu'il est américain, il va se battre pour le drapeau, puis il va aller tuer les autres. Pourquoi? Parce que l'identité, ce qui privilégie, ce qui a de l'importance chez l'humain qui évolue, l'identité, elle pense qu'elle est ceci ou cela. La personnalité, c'est le moule. Le moule énergétique qui va être capable de recevoir l'esprit. Pour l'instant, il reçoit ce qui devra constituer le canal pour rejoindre l'esprit. L'ego. Tant que ces mécanismes mémoriels ne sont pas énergisés pour constituer un canal, bien évidemment, ils prennent la place de ce qui devrait être là, l'esprit. Lorsque l'humilité apparaît, elle apparaît comment? Elle apparaît simplement au fur et à mesure que l'ego est vidé. Il y a de l'humilité. Celui à qui on lave le cerveau est humble. On fait ce qu'on veut avec. Puis il chiale pas, il dit rien. Lorsque ce qui est identifié, lorsque l'ego monte pour former le canal, pour rejoindre l'esprit, alors le réceptacle, la personnalité, tend à être vidé de plus en plus. Et il y a un canal qui s'instaure, il y a l'ajusteur de pensée qui va entrer en opération, et on va aller chercher de l'information supramentale tout en constituant un double éthérique. Alors il vient un moment donné que vous avez une personnalité, mais plus d'identité. Si je vous demande qui êtes-vous, vous allez me répondre. Oh oui, parce que vous allez savoir, non plus expérientiellement, mais énergétiquement, intelligemment, et non plus intellectuellement. Si on vous demande est-ce que vous aimez, vous allez répondre oui. Si je vous demande aimez-vous comme les humains, vous allez répondre oui. Si je vous demande souffrez-vous d'amour comme les humains, vous allez répondre non. Si je vous demande aimez-vous plus que les humains, vous allez répondre oui. Et si je vous demande souffrez-vous d'aimer, vous allez répondre non. Vous allez aimer d'une façon intelligente, non sélective. On en a déjà parlé dans des conférences antérieures. Celui qui garde son personnalité, ça vous n'avez pas le choix, sauf si vous mourrez dans le monde des morts, et qui transmute son ego, celui qui devient humble. C'est pas compliqué, devenez humble, automatiquement vous allez survivre à votre mort. L'identité, c'est ce qui va servir de canal, mais qui présentement sert de frein, parce qu'il s'identifie et c'est lui qui dirige et domine. Lorsque dans certaines conférences, je donnais des insultes au public, certains du public étaient frustrés. C'est l'ego. Votre personnalité, regardez ce que ça donne. Ça donne ceci. On a de l'eau. C'est l'ego. On a le verre, la personnalité. Alors je dis tuez-les. Là, ça brasse. Mais qu'est-ce qui brasse? Pas la personnalité. C'est l'eau dedans ici qui veut se vomir en face de celui qui vient de le dire. Il veut sortir. Là, quand ça arrive à bouillonner suffisamment, ça passe sur le système endocrinien, puis tu commences à rougir. Là, tu commences à tenir ta chaise, puis là, t'es là et tu pues. Là, tu cherches quelque chose à faire, et là, l'ego, ce qui est dedans, sort pour vomir, prend possession du corps, puis là, veut prouver qu'il n'est pas laid. Elle rentre dans l'autre plus laid. Bon.
Mais si la personne, elle est humble, il se passe quoi? Ben, il se passe simplement que la strate ici atteignable par tu es laid, elle a été transmuée en d'autres choses. Tu es laid, mais il n'y a rien ici. Tu pues, il n'y a rien. Là, ce qui reste à l'intérieur, ben, c'est pas compliqué. Ben, la personne, elle a un enfant et tu t'en prends à son enfant. Là, ça peut faire bouger l'ego. Mais à un moment donné, non, plus rien. Tu t'en prends à son enfant, ça ne fera pas bouger d'ego. Parce que la strate d'ego qui pourrait être bougée ne bouge plus là. Ça veut-tu dire que tu laisses ton enfant se faire battre? Non. Il y a l'intelligence maintenant dedans. Tu vas regarder le gars dans les deux yeux, puis tu vas lui dire, toi, tu sors d'ici. Puis l'autre, il va s'en aller pensant avoir rencontré Dieu ou Satan. Mais il va avoir rencontré une autorité hautement supérieure à ce qu'il aurait pu jamais toucher. L'esprit. Alors, il n'est plus question qu'on se défend, qu'on choque. La colère juste, c'est bon pour celui qui n'a pas l'intelligence supramentale. Sinon, ce n'est pas nécessaire. Un jour, moi, j'étais au Guatemala, il y avait des guerrieros qui nous avaient cernés. Je travaillais avec des pères missionnaires et des médecins de l'Organisation mondiale de la santé sur la côte ouest du Pacifique au Guatemala en 1976, donc après un tremblement de terre, le tremblement de terre majeur qu'il y avait eu en 1975. Et dans cette région, on allait aider, soit enterrer les curés ou soit guérir médicalement les blessés, entre les conflits qui opposaient l'armée et la guerriera. Puis les villageois, parce que l'armée tuait les villageois parce qu'ils les prenaient pour des guerrieros, et les guerrieros tuaient les villageois parce qu'ils ne voulaient pas de guerrieros. Bon. Et à un moment donné, on s'est fait ramasser par une gang de guerrieros, et puis il y en a un, effectivement, qui s'est approché de moi et qui m'a braqué une arme à feu de guerre sur le nez. Et j'avais le choix, avoir peur ou lui faire peur. Et ce qui est intéressant, c'est que si tu le regardes avec de l'amour et tout ça, lui, il est dans une phase vibratoire où ce que ça pogne pas, ça. Quand tu es rentré, quand tu tires n'importe qui sans rien savoir, que tu sais que t'es mitraillette de même sans regarder, puis tu regardes voir ce que tu t'as pogné après, c'est ce qui se passe. Tu lèves le drapeau, tout le monde arrête de tirer, il y a un chien qui traverse le village, ça se met tout à tirer sur le chien. Tu vas pas le regarder en disant Te quiero, amigo. Non, ça fonctionne pas du tout. Alors, on a le choix d'être suffisamment autoritaire pour le regarder et faire en sorte que lui puisse voir quelque chose qui va lui faire peur. Parce qu'il ne pourra pas voir quelque chose qu'il va aimer. Alors, à un moment donné, là, il commence à trembler, il ne sait plus qu'est-ce qui se passe, il ne sait plus rien, puis là, pour se réconforter, ben là, il s'en va voir ailleurs, puis il te laisse la vie sauve, s'il doit la vie. Mais ça, c'est pas trop, pour dormir à soir. Et puis, il s'en va, il te laisse en paix. On n'a plus besoin de crier, de chicaner, de gueuler et tout ça, ça ne sert plus à rien. Il y en a qui ont peur à l'apocalypse. Il n'y a personne sur la planète qui va s'entretuer, qui va avoir suffisamment d'autorité dans sa conscience pour pouvoir aller attaquer quelqu'un qui a une autorité espritique. Alors, il n'y a pas de problème. La personnalité, c'est le moule. Ce qui le remplit, c'est l'ego. Et plus c'est rempli, plus ça s'identifie, plus ça veut être rempli. Et c'est ce qui est dedans ici qui veut ne pas mourir. Et c'est ce qui est dedans ici qui sait, inconsciemment, qu'à un moment donné, ça va s'en aller. Tandis que tout le reste sait très bien que c'est tout à fait immortel. Mais c'est l'ego qui souffre. T'es laid, si la partie laide est partie, ou si la partie qui vibre à ce mot-là est plus là. Ben oui, je suis laid, qu'est-ce que tu veux, je te dis. Puis t'es laid en maudit. Tu prends un miroir, puis si tu as raison, tabarnouche. Ah, je suis laid. Puis là, tu t'en vas en méditant, là, puis l'autre va dire, hey, hein. Ben oui, qu'est-ce qu'on a à se prouver? Qu'est-ce que tu t'en vas, puis tu ris. C'est fun, l'évolution. Fun. Puis l'autre, il reste avec un problème. Il est laid, mais il s'en fout. Moi, si on me dit que je suis laid, ça fait mal. C'est facile. Une autre question facile. J'en choisis deux, là, elles sont reliées l'une à l'autre et elles résument beaucoup d'autres questions. Quel est le processus de construction du corps éthérique à partir de l'ego, qui n'est que de l'énergie vitale terrestre? Comment cet éther vital terrestre est-il transmué en éthérique cosmique? Puisque le double éthérique se forme à partir de l'ego, il faut sûrement laisser ce dernier atteindre un point culminant. À quel moment alors commencer à le conscientiser, cet ego? C'est intéressant. Quand est-ce qu'on est suffisamment orgueilleux pour commencer à penser à évoluer? Bon.
Quel est le processus de construction du corps éthérique à partir le corps éthérique ou le double éthérique, c'est la même chose, à partir de l'ego, qui n'est que de l'énergie vitale terrestre? Comment cet éther vital terrestre est-il transmis en éther cosmique? Merci. De rien. L'énergie vitale, l'éther, dans certaines étymologies, c'est la même chose que de l'énergie supramentale. L'éthérique vitale, la vie, elle permet l'amour. C'est la première expression réelle de l'amour, la vie. Cet amour peut guérir, cet amour retient les molécules ensemble, constituant par attraction, donc l'amour, la forme. Tant que vous avez de la vie, votre forme reste similaire, mais elle sera transmuée, donc vous allez vieillir ou vous transformer au fur et à mesure des perturbations de la vie, régies par la succion de ces énergies pour l'ego, pour constituer le périsprit, la personnalité. Mais cette vie, cette énergie vitale planétaire, elle constitue le véhicule de personnalité matérielle. Et c'est cette même énergie vitale qui va constituer dans les plans supramentaux le même véhicule. Parce qu'à un moment donné, vous allez avoir un corps éthérique et un corps planétaire. Pendant un laps de temps. L'énergie vitale, elle est de même ordre que l'énergie supramentale, à l'exception qu'elle est plus basse en vibration, mais elle est d'un ordre similaire par le fait même qu'elle ne peut pas être colorée ni par la matière, ni par l'astral, ni par l'émotion, ni par la psychologie. L'énergie vitale ne résonne pas, donc n'a pas de conscience de la mémoire, même si elle conserve la mémoire. L'énergie vitale, l'énergie sexuelle, même chose. L'énergie vitale, elle peut transmettre. Lorsqu'on a un enfant, ce n'est pas un chien ou un dindon. C'est un humain. Sauf, évidemment, si c'est un chien qui enfante ou un dindon. Ça va de soi. Bon. L'énergie mémorielle, elle est conservée. L'énergie vitale conserve la personnalité. Elle transmet la vie en conservant la forme. Cette énergie vitale, elle peut servir. Lorsqu'elle entoure l'ego, elle va simplement servir à transmuer certaines parties de l'ego en énergie vitale qui par la suite pourront être attractivement dirigées vers l'énergie supramentale qui est de l'énergie vitale extraplanétaire. L'ego doit être supramentalisé, c'est-à-dire que l'ego doit finir par être soit amené au plan vital, ce qui était les mécanismes de l'ancien tantrisme sexuel, soit amené au niveau du plan mental ou par la suite il pourra être amené au plan supramental. Il faut bien comprendre que l'énergie supramentale, lorsqu'elle baisse en vibration, devient mentale. Et lorsqu'elle baisse en vibration, elle devient astrale. Et lorsqu'elle continue son évolution, elle devient vitale et par la suite matière. Alors, l'énergie égoïque, l'énergie astrale, c'est de l'énergie supramentale sur un plan d'expression extrêmement bas, où elle peut s'identifier à une forme d'intellectuance ou d'intelligence reliée aux mémoires et non pas reliée à la résonance de la vie sur elle-même, ce que va faire l'intelligence active. Le processus de construction du corps éthérique, on en a parlé dans la conférence « La psychologie de l'homme nouveau ». On en a parlé d'ailleurs d'une façon assez exemplaire. Au fur et à mesure que l'ego... Regardez ceci. Lorsqu'il y a un peu d'humilité, ce qui est à l'intérieur commence à créer un canal. Ce canal libère l'énergie mentale, c'est-à-dire que vous n'avez plus d'émotions qui essaient de faire en sorte que votre possibilité d'intellectualisation, de décision logique ou de logigestion de votre vie soit colorée continuellement par l'émotion. Vous avez des émotions, mais vous n'en souffrez plus ou plus autant. Lorsque de plus en plus l'ego sert à créer ce canal, il vient un temps où l'énergie supramentale peut maintenant passer. Passant, il vient énergiser votre plan mental, et votre plan mental, par l'intellect, l'ajusteur psychologique, va instruire l'ego. Instruire veut dire augmenter en vibration. Donc, votre énergie supramentale va venir résonner dans votre mental, et lorsque vous allez comprendre des choses, les comprendre de plus en plus, comprenant de plus en plus, vous instruisez votre ego, c'est-à-dire que vous forcez des paliers de votre ego à monter à un plan vibratoire où à un moment donné, ils ne seront plus égoïques, mais ils vont être mentaux. Plus cela va aller, plus l'ego va lentement être consumé, disons en fumée, pour venir construire le plan mental, c'est-à-dire pour faire de vous un homme transitif, une femme transitive. À un moment donné, il y aura suffisamment de déperdition de l'ego pour que l'énergie supramentale puisse descendre de plus en plus clairement chez vous. Cela veut dire que lorsque vous allez voir les choses telles qu'elles sont, ne vous prenant plus au sérieux, vous ne vous prendrez pas pour une personne qui a reçu une mission de Dieu.
Vous ne vous prendrez pas pour un maître évolué ou un tyran planétaire. Vous allez simplement rester dans cet état de voir les choses telles qu'elles sont. Prenons l'exemple d'une personne qui a de l'ego et qui est capable de voir l'aura de quelqu'un et de tout savoir ce qu'elle est et ce qu'elle pense. Elle va en profiter en maudit. Et elle ne peut pas voir l'aura des autres parce que son aura, elle, est colorée, n'est pas pure. Et comme on voit l'aura d'un autre à travers le sien, les couleurs de l'autre, colorées par nos couleurs à nous, font que notre vision n'est pas en affinité du tout avec l'aura d'un autre. Tout à fait stupide de penser développer la vision de l'aura, ça ne sert à rien. Lorsque la personne devient suffisamment évoluée et qu'elle n'a plus d'ego, alors elle n'a plus d'aura colorée. Elle n'a rien à foutre de voir l'aura des autres. Elle le sait vibratoirement. Elle est au-delà de ça. Elle ne regarde pas quelqu'un pour savoir. Elle connaît la planète. Elle connaît tout. Elle sait tout ce qu'elle a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire. Refait. C'est ce que le Nazarien disait lorsqu'il disait faire les voies de son père. Dans les cieux, n'est-ce pas? Pas dans le ciel, dans les cieux. Au-delà du monde des morts. Puisque le double éthérique se forme à partir de l'ego, il faut sûrement laisser ce dernier atteindre un point culminant. Quand alors commencer à conscientiser l'ego? Faites-vous-en pas dans l'état actuel des choses sur notre planète, donc du moins dans la région locale de notre planète qu'on appelle le Québec ou le Canada ou l'Amérique du Nord. Vous êtes suffisamment égoïsé. Vous avez suffisamment, regardez bien, vous puez suffisamment d'orgueil. Et regardez juste ce que ça fait chez vous, puis je pourrais vous prouver carrément qu'il y en a en masse. Cherchez pas à être plus égoïque, ou à être plus orgueilleux. Non. Avez-vous peur d'être orgueilleux? Souffrez-vous de complexes d'infériorité? Vous pensez-vous médiocre ou pensez-vous que vous ne pouvez pas faire des choses? Vous êtes orgueilleux. Avez-vous des maladies? Vous êtes orgueilleux. Vous vous détruisez la santé. Et puis je pourrais vous en énumérer plusieurs mots à 10 paquets, mais ça ne servira à rien, on tourne le couteau dans le plaie. Vous êtes suffisamment orgueilleux pour évoluer, faites-vous-en pas. Amplement. Je pourrais avoir un double éthérique amplement grand. Alors, commencez tout de suite. Est-ce qu'on peut dire que le double éthérique est constitué de la transmutation de la substance astrale? C'est ça. Voilà. Quelle différence y a-t-il entre la conscience cellulaire du corps physique et la constitution du corps éthérique? Y en a-t-il un qui vient avant l'autre? Y en a-t-il un plus complet ou plus finalitaire que l'autre? Bon, c'est intéressant de savoir ça. Ça ne sert pas à grand-chose comme tel de le savoir, sauf si on a des mutations physiques qui commencent à nous faire peur, donc on peut instruire son ego. Quelle différence y a-t-il entre la conscience cellulaire, donc la cellularisation d'une connaissance? Parce que la conscience cellulaire, ce n'est pas de sentir son corps bouger. Lorsque dans certaines techniques, on apprend à sentir son corps bouger, on apprend à sentir l'énergie vitale qui circule dedans. Et automatiquement, par sensorimotricité vitale, on arrive à avoir des mouvements de plus en plus harmonieux et on arrive à percevoir, mais c'est vital, ce n'est pas physique. La conscience cellulaire, le fait de cellulariser, veut simplement dire qu'une connaissance n'est pas non seulement neuronisée, elle n'est pas intégrée au niveau des neurones, elle est intégrée au niveau de chacune des cellules, donc transmissible par la génétique. Il y a des techniques, il y a des mécaniques qui permettent à l'humain d'évoluer et de cellulariser son évolution de façon à ce qu'il la transmette par la génétique. De façon à sauver du temps un peu à un moment donné. Pour les enfants et pour eux quand ils vont revenir. La cellularisation du corps physique et la constitution du corps éthérique. Si on regarde par exemple au niveau du processus PMC, la personne, elle cellularise physiquement tout en développant sa sensorimotricité vitale, ce qui va lui amener une santé de plus en plus impeccable à un moment donné, quoique ça n'a même pas d'importance, c'est pas là-dessus qu'on travaille. Et elle aura par le fait même une conscience corporelle, mais elle aura une cellularisation de sa connaissance. Cela veut dire que si elle transmet génétiquement, c'est-à-dire que si elle procrée, elle transmettra son évolution génétiquement. Ce qui n'est pas le cas rapidement des techniques ancestrales ou des techniques qu'on se sert encore aujourd'hui, mais qui viennent de l'Antiquité. Le double éthérique
est constitué à l'instant même où vous commencez à être humble. Et pour ça, il faut s'observer. À l'instant même où vous commencez à pouvoir vous observer et ne pas vous prendre au sérieux, vous commencez à créer un double éthérique. Moins il y aura d'ego pour absorber l'expérience de votre vie, plus celle-là sera cellularisée vitalement. Plus vous êtes humble, plus votre énergie égoïque est transmuée en énergie vitale ou mentale pour créer un canal qui sera vital ou éthérique pour aller rejoindre le corps, l'énergie supramentale, pour constituer un double éthérique. Cela veut dire qu'automatiquement, plus vous êtes humble, plus vous vitalisez votre ego, et plus cela est transmissible par la génétique, étant donné que non seulement vous créez une personnalité au niveau du plan supramental, mais vous en créez la correspondance, c'est-à-dire que vous allez en léguer la correspondance au niveau du plan éthérique, physique. Lorsque l'humain évolue vers la constitution de son double éthérique, il cellularise automatiquement ce qu'il fait. Cela est transmissible par génétique. Il faut bien comprendre qu'un enfant qui naît de parents doublés éthériquement est un enfant qui va naître sans double éthérique. Il n'aura pas le contact supramental à la naissance, mais il aura un corps physique mauditement adapté. Il aura un corps neurologique mauditement adapté. Moindrement qui est dans un cadre où il pourra se découvrir, rentrer dans sa propre intelligence, ça ne sera pas long que cet enfant sera en contact supramental. Dans la mort, est-ce que la mort de nos illusions serait le plus difficile à passer? Oui, parce que l'illusion, c'est... Nos illusions, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est quand on a une illusion? Une illusion, c'est lorsqu'on se rend compte qu'on avait une projection qui n'était pas réelle. Lorsqu'on avait un désir qui n'était pas en affinité avec la réalité temporelle. Lorsque nos illusions meurent, c'est-à-dire lorsqu'on vit une désillusion. Cela est l'instruction radicale de la vie sur l'ego, que lui n'est pas le maître, contrôleur à bord. Lorsque nos illusions disparaissent, c'est souffrant pour la simple raison que c'est les parties de celui qui se croit le maître contrôleur qui lentement doit céder sa place au mental qui va devenir maître contrôleur à bord du corps physique, à bord de l'homme, à bord du corps vital, à bord du corps psychologique. La mort des illusions fait partie d'une initiation lunaire qui amène l'humain à pouvoir, à un moment donné, envisager l'initiation solaire. L'initiation lunaire, c'est lorsqu'on a une mort des illusions pour voir une autre illusion beaucoup plus en affinité avec la réalité. Alors, ça fait mal. De plusieurs dieux, l'humain est passé à un dieu. Schnack. Et d'un dieu, l'humain devra passer à lui. Schnack. Et l'initiation solaire, c'est lorsque on n'a plus d'illusion, où on passe à la vision intégrale de ce qui est. Il ne faut plus qu'il y ait d'ego parce que lui ne peut pas vivre ça. S'il y a de l'ego lorsque ça se passe, celui-ci réagit tellement qu'il tue le corps physique. Il quitte le monde de la vie pour réintégrer au plus sacrant le monde des morts où il ne verra pas. Et quand un humain est mort, il n'évolue pas. Il attend. Lorsqu'un humain a un corps physique vivant, il évolue. Lorsqu'un humain égoïsé a une initiation solaire, il se tue. Il fuit. Alors évidemment, c'est pourquoi on a donc des initiations lunaires où on évolue lentement. Les illusions décollent au fur et à mesure qu'on se conscientise, mais c'est souffrant. C'est normal, parce que les illusions, c'était le monde qu'on avait créé suite à l'identification qu'on avait. Le paradis, c'est beau. La réincarnation, c'est beau. Mais ce n'est pas tout. Et lorsqu'on découvre que ce n'était pas tout à fait comme on pensait, ça fait mal à l'ego. Parce qu'il n'est plus sécure. Il y a des formes qui sont brisées et on va imbriquer d'autres choses. De nouveaux concepts, de nouvelles religions, de nouvelles formes. Et à un moment donné, l'ego individuel, parce qu'on ne fait pas ça en collectivité, devra passer par l'initiation solaire où il verra. Lorsque je parle de l'homme nouveau, souvent c'est rejeté par l'homme ancien. On me traite de débile, on me traite de fou. On me dit, voyons donc, l'humain ne peut pas être heureux comme vous dites. Et celui qui me dit ça passe sa vie et recherche le bonheur. L'homme nouveau va naître à l'intérieur de l'homme ancien. Et l'homme nouveau, c'est ce que l'homme ancien a toujours recherché. Mais l'homme ancien veut connaître l'homme nouveau. Et c'est ce qui empêche l'homme nouveau de naître.
L'enfant ne peut pas connaître l'adulte. L'enfant devient adulte et l'adulte se rappelle de l'enfant. Mais l'enfant n'a jamais connu l'adulte. Il est devenu l'adulte. L'homme nouveau se rappelle de l'homme ancien qu'il a été. Mais l'homme ancien veut devenir un homme nouveau en le sachant. Il ne peut pas. L'homme ancien ne sera plus là quand l'homme nouveau va être là. L'homme nouveau peut se rappeler, mais l'homme ancien ne peut pas connaître l'homme nouveau. Et lorsque moi je parle, la résistance vient du fait que je dis des choses qui sont recherchées. Mais l'humain sait, et je le dis aussi, au cas où il ne le serait pas assez, que lui tel qu'il est ne connaîtra pas ça. L'humain malheureux ne connaîtra jamais l'humain heureux. Il ne sera plus là, l'humain malheureux, quand l'humain heureux va être là. L'homme nouveau naît à travers vous autres, malgré vous. Il y a 2 ans, je disais en conférence que malgré l'humain arrivera à être parfaitement heureux. Malgré lui, c'est un fait. Et malgré l'homme ancien, l'homme nouveau naît. Mais il est sécurisé par ce qu'il connaît, son monde de souffrance, son monde de haine, son monde de recherche d'amour. Tout ce qu'il recherche, lorsque ça arrive, ça le traumatise. Parce que l'homme ancien évolue tellement lentement, péniblement, qu'il finit par être dynamisé par la recherche plutôt que par l'objectif. Et lorsque l'objectif arrive, il sait qu'il ne pourra plus vivre la recherche. Dans sa tête, il croit qu'il ne pourra plus vivre. C'est faux. Mais lui ne sera pas là pour le savoir. Il va être mieux. Il ne se posera plus de questions. Les personnes âgées qui perdent la mémoire et n'expriment plus d'ego se sont-elles formées un double éthérique? Bon, je ne veux pas élaborer sur ces mécanismes-là, mais ils n'ont pas nécessairement de double éthérique. Ça regarde beaucoup plus leur état de conscience éveillé plutôt que leur perte de mémoire. Parce que l'humain qui évolue ne perd la mémoire à un moment donné, mais il ne perd pas la résonance d'efficacité avec la réalité. Lazare ressuscité, est-ce un exemple de survivance après la mort? Quel est le sens de cet épisode évangélique? En ce qui concerne les personnes âgées qui perdent la mémoire, il faut bien comprendre qu'une personne qui de temps en temps perd la mémoire, ça n'a rien à voir. Elle peut devenir humble parce qu'elle a encore sa conscience. La personne qui, à un moment donné, perd la mémoire de l'actualité pour commencer à se rappeler du passé. Alors, elle ne se rappelle pas de ce qu'elle a fait aujourd'hui, mais elle peut te parler en crime de ce qu'elle faisait 3 ans. Ces personnes âgées vont revenir à un moment donné dans des corps plus appropriés et ils pourront faire ce que la majorité d'entre vous allez réussir à faire. Lazare ressuscité. Est-ce un exemple de survivance après la mort? Quel est le sens de cet épisode évangélique? Lazare, c'est lui ici. Lazare, c'est un être humain qui est né. Et qui a été le premier, et d'ailleurs le seul, à reconnaître dans le Nazaréen un esprit. Lazare a donc accepté intégralement et totalement, sous l'égide du Nazaréen, de pénétrer le monde des morts sans mourir. Le Nazaréen a pénétré le monde des morts en s'incarnant, et il a pénétré le monde des morts par en dessous, à partir de l'homme. Et Lazare a accepté, régi par le Nazaréen, de pénétrer le monde des morts en partant d'un corps d'homme. Et ceux qui vont mourir, qui vont aller rencontrer leur double éthérique, donc qui ne mourront pas réellement, vont revenir et vont traverser le monde des morts à partir du haut, donc des énergies supramentales. Ils auront peut-être aussi à revenir comme le Nazaréen, mais pas nécessairement. Lazare est mort. Lazare puait. Lazare était en décomposition dans le tombeau. Mais le Nazaréen a dit au monde, il n'est pas mort, il dort. Alors on lui a répondu, oui, mais il sent déjà. Parce qu'il était mort physiquement. Mais ce n'est pas la mort. Alors le Nazaréen savait très bien qu'il dormait. C'est lui qui l'avait endormi. En consensus avec Lazare. Lorsque le Nazaréen est revenu, il a appelé Lazare par son nom. Ça, c'est la clé. D'ailleurs, les clés, on va revenir là-dessus à un moment donné. On s'y regarde votre nom. De quelle façon s'en sert pour vous poigner et vous manipuler. Alors il a dit Lazare. Il a crié. Et Lazare, dans le monde des morts, même s'il n'était pas mort, il était encore vivant, il était en train lentement de mourir.
Parce qu'il n'avait plus de lumière quelque part pour le diriger. Et le Nazaréen, en l'appelant, a été la lumière qui a permis à Lazare de repérer le corps physique. Alors Lazare est revenu vers ce corps physique qui n'était plus luminescent, mais la lumière du Nazaréen l'avait guidé. Revenant dans le corps physique, il l'a automatiquement réénergisé, vu qu'il n'était pas mort. Le réénergisant, il est sorti de là, tout habillé en momie et tout croche. Et effectivement, il était ressuscité d'entre les morts. Il faut bien comprendre. C'est en plein cela. Et Lazare a été celui qui a reçu la lignée évolutive des énergies christiques après la disparition du Nazaréen. Pourquoi toujours appeler le Christ le Nazaréen, justement? Pour la simple raison que moi, je ne suis pas Nazaréen, mais que moi, je suis Christ. Voilà, c'est une très bonne raison. Et c'est aussi un très bon moyen de tester vos égos. Observez-vous! Bon. Le Christ, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie christique. C'est un ancien terme qui désignait énergie supramentale aujourd'hui. Messie, sauveur, Christ, intelligent, pur, parfait. Et l'énergie christique, l'énergie supramentale qui tend à habiter les humains et qui tend à vous habiter, qui tend à venir prendre la place de vos égaux, c'est de l'énergie christique. Le Nazaréen, pour la simple raison que Jésus de Nazareth ne peut pas se dire, pour la simple raison que la ville de Nazareth a été baptisée ainsi 301 années après la disparition du Nazaréen. Pour la simple raison que la ville de Nazareth n'existait pas lorsque le Nazaréen a vécu. Par contre, il y avait, chez les Esséniens, différentes sectes similaires, et il y avait la secte des Nazarites, la secte des Nazaréens, entre autres, et la secte des Nazaréens était la seule secte qui permettait à la femme de faire partie de ces sectes. Il y avait les thérapeutes en Grèce, qui étaient de descendance essénienne. Les Esséniens étaient très connus, on en parle aussi dans la Bible. Et on savait à l'époque que l'Essénien était le seul qui ne signait jamais de contrat, parce que la parole d'un Essénien était un contrat. Et les Juifs et les pharisiens et les Sadducéens respectaient les Esséniens parce qu'ils étaient les seuls à pouvoir s'habiller de blanc, de blanc. Ils avaient un habit particulier, et c'était les seuls qui, justement, avaient une parole que l'on reconnaissait. La secte nazaréenne permettait aux femmes d'en faire partie à l'exclusive condition que ce soit pour enfanter. Marie en faisait partie et d'autres personnalités féminines de la Bible. Jéhoshua ben Joseph, Jéhoshua fils de Joseph, traduit Jésus, était nazaréen de naissance. Et en tant que nazaréen, il s'est fait connaître. Jean le Baptiste était nazaréen. Et lorsque tout partout on parle de maudire les Juifs, de maudire les Sadducéens, les pharisiens, etc., et seuls les gentils, tous les sectes reliés aux sectes esséniennes, ça incluait les Nazaréens, les Nazarites, les gentils. Quand on se demande c'est qui les gentils, c'est ces sectes-là, dans lesquelles énergétiquement, le Nazaréen était relié. Alors voilà pourquoi moi je parle du Nazaréen, parce qu'on ne peut pas parler de Jésus de Nazareth, parce qu'on fait fausse route. On se sert d'un égrégore qui a permis des bonnes choses, mais qui n'est pas en résonance tout à fait parfaite avec la réalité. Lorsque le Christ va revenir chez vous, ce n'est pas un bonhomme dans un véhicule matériel qui va se présenter devant la face de l'humanité. Il va revenir à l'insu de l'humain, comme l'humain ne s'en attendra pas. Il va venir dans vous. Mais il faudra que... pas pantoute comme l'humanité l'attend. Il ne peut pas venir non plus chez ceux qui l'attendent nécessairement, parce que ceux-là sont pleins. Rentrer dans une église et briser les crucifix, ça ne fait rien aux Nazaréens. Ça ne fait rien en réalité. Mais ceux qui sont pleins vont vous sauter dessus, parce qu'ils ne sont pas encore assez vides. Alors voilà pourquoi je parle du Nazaréen. C'est beaucoup plus le respecter que de parler du Christ.
ou surtout de parler de Jésus de Nazareth. Je pourrais parler du Christ, ça ne dérange rien. Sauf que si je parle du Christ, on fait référence souvent à des égrégores et on pourrait mélanger ce que je veux dire, ou de qui je parle. Le Christ et le Nazaréen, c'est la même chose. Le Christ tel qu'il était dans l'expression du corps du Nazaréen. Pas le Christ biblique ou tous les Christs qu'on a formés ou qu'on crucifie, qu'on adore crucifier. On en a une peinture du Nazaréen ici. C'est une des rares sur la planète où on ne voit pas un Christ souffrant. Ben oui. Peut-être un Christ qui aime aussi. Pas nécessaire de souffrir. Comment expliquez-vous le baptême de l'esprit que vivent beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui et qui semblent changer leur vie et leur personnalité? On va y revenir à la fin si on a le temps. Et si on a le temps, c'est parce qu'on pourra y répondre. Encore d'un... Je veux Oui. simplement disons, repousser un peu la question pour la simple raison qu'il y a énormément de personnes qui présentement suivent des chemins où ils auront des baptêmes de ce genre. Et ces chemins sont extrêmement salutaires et bons pour eux. Sauf que, expliquant cosmiquement ce qui se passe, les personnes pourraient s'imaginer que ce n'est pas nécessairement ça qu'il faut faire, qu'on peut peut-être faire plus haut. Et ce serait faux. Chacun a sa marche dans le temps où il en a besoin. Alors, c'est bon ce qui se passe, sauf que l'expliquer pourrait présentement nuire à certaines choses. À quel moment l'ajusteur est-il accordé à la personnalité et que faut-il faire pour que ça arrive? Je croyais que l'ajusteur était accordé quand la personne avait la capacité de choisir. Si par choisir on entend discerner, ça peut aller. Si l'on peut discerner entre le goût des phénomènes astraux et le goût des phénomènes supramentaux, l'ajusteur de pensée est suffisamment en relation avec le mental pour permettre au mental d'instruire l'ego. Cela veut dire qu'il y a beaucoup d'humilité chez la personne. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui se croient tout à fait humbles? Levez la main, j'aimerais voir. Ne riez pas, vous riez parce que vous vous croyez médiocre. Ça se peut qu'il y ait une personne ici qui soit tout à fait humble. Et elle peut être humble et intelligente au point qu'elle peut même intelligencer le fait qu'elle n'a pas d'ego. Elle ne dira pas « je suis humble », elle va dire « j'ai pas d'ego ». Ça serait pu. Pourquoi le refuser? Si vous ne l'êtes pas, ne le refusez pas aux autres. Parce que sinon, vous allez nuire. Pourquoi avez-vous de la difficulté à accepter que quelqu'un sache que vous ne savez pas? Pourquoi avez-vous de la difficulté, de la borieuse de difficulté à accepter que quelqu'un d'autre soit quelque chose de mieux? Ou de différent? Ou qu'il y ait des parties de lui qui soient correctes? Non seulement vous vous embêtez, vous vous nuisez, mais vous vous nuisez les uns les autres. L'ajusteur est accordé avec la personnalité lorsque l'ego est suffisamment subtilisé, donc rendu subtil, supramentalisé, pour pouvoir libérer le mental à un point tel que celui-ci viendra donner le mot d'ordre d'ajustement ou d'accordement avec l'ajusteur de pensée. Pourquoi le Québec semble avoir un rôle spécial à jouer dans l'évolution? Le Québec semble avoir un rôle spécial à jouer dans l'évolution parce qu'il en a un. Si un atome est un soleil, qu'est-ce qu'il y a derrière le soleil? Qu'est-ce que la conscience de l'atome? Faut-il passer par la conscience de l'atome pour voir son double éthérique? On a de très bonnes questions, mais qui demandent énormément de temps. Je la place avec elle ici, on y reviendra si on a le temps. J'aimerais savoir, lors d'une opération, j'ai franchi le tunnel noir pour aboutir à une lumière merveilleuse, en rencontrant un personnage lumineux, dialoguant avec moi. Est-ce que j'aurais franchi le monde des morts? Non. La personne, elle a franchi le monde intermédiaire entre le monde de la vie moléculaire, physique, et la vie, et l'antivie, le monde des morts. Ce qu'elle a vu comme lumière merveilleuse, c'est ce monde des morts, le ciel. Ce qu'elle a rencontré comme personnage, ce sont les mémoires placées, comme tout à l'heure j'expliquais, à l'entrée. Des personnages qui ont traversé le monde des morts et qui sont morts, mais qui laissent leur forme, parce que ces formes servent à attirer.
Alors, elle a rencontré des personnalités extrêmement luminescentes, intelligentes apparemment, parfaites apparemment, toujours apparemment par rapport au petit humain qui se présente la face lorsqu'il se croit médiocre. Il y a bien des choses qui sont parfaites. Alors, elle n'a pas franchi le monde des morts, elle a simplement été jouée dans les plans morontiels, c'est-à-dire qu'elle a été jouée dans des plans intéressants. Elle a approché le monde des morts, mais vu que le monde des morts n'avait pas l'attraction nécessaire pour l'attirer, cette personne, elle est revenue. Elle a vécu une chose qui devrait pouvoir lui permettre. Pourquoi il y a des personnes qui meurent comme ça, qui vont se promener? Parce que cette personne, elle est morte physiquement, elle a été opérée, mais à un moment donné, on l'a perdue. Même si c'est l'instant d'un millième de seconde, possiblement que les chirurgiens n'en ont même pas su, peut-être qu'ils l'ont su. Pourquoi c'est permis ce genre de vécu? Ben, c'est permis, ce sera de plus en plus permis pour instruire les plans astroplanétaires que le monde des morts n'est pas... Pour instruire les humains qui vont mourir, pour les instruire déjà dans le rêve, par les films. Par celui qui écrit, là, il est connecté à l'astral planétaire. Alors, tous ceux qui vivent ces expériences instruisent l'astral planétaire. Lui, il est instruit par cela, il communique à l'humain. Alors, à un moment donné, cela va faciliter la translation entre le monde de la vie et le double éthérique, par le fait même qu'approchant du monde des morts, même une fois mort physiquement, vous allez finir par savoir que cette cochonnerie est une cochonnerie. Que le ciel, c'est beau, et que les cieux, c'est mieux. Lorsqu'on se dirige vers son double éthérique après la mort, pourquoi revient-on sur la Terre? Est-ce que c'est pour continuer notre évolution spirituelle? Et est-ce que cette évolution se fait jusqu'à ce que nous soyons tous qu'un seul esprit? Bon, cette question dépasse largement le cadre de la conférence. Pourquoi? Disons que la première réponse est que si le double n'est pas tout à fait constitué, la personne doit revenir pour le constituer, mais elle sera dans une personnalité réincarnée. Donc, elle se rappellera ce qu'elle a fait. C'est les processus que j'ai parlé tout à l'heure. Lorsque le double éthérique est parfaitement constitué, qu'est-ce qui se passe? C'est des mécanismes qu'on aborde, que je n'aborde jamais en conférence. Du moins en conférence publique, pour la simple raison que là, on dépasse largement le cadre utilitaire des conférences. Alors, il y a des conférences spéciales que je vais donner à des personnes qui font un cheminement spécial, et ça peut être des informations qui peuvent devenir utiles. Pour l'instant, ça ne servirait à rien, on s'éloignerait un peu trop. C'est des mécanismes que je vais aborder en séminaire lorsque les personnes posent des questions et qu'on a suffisamment de préparation pour que ça devienne d'une résonance utile. Pour l'instant, ça déborde le cadre de la conférence. Est-ce que tu es d'accord avec ceci? On ne peut créer notre double, mais on peut travailler avec lui après l'avoir reconnu. Ça va de soi. Est-ce que la personnalité de l'homme est déterminée à sa naissance par son père-esprit? La personnalité de l'homme est déterminée par la génétique biologique, la génétique vitale et les personnalités réincarnatives qui vont constituer l'ego de l'humain. Par la suite, la personnalité peut être transmuée par le milieu, ce qu'on appelle l'éducation. D'où l'importance d'une éducation intelligente. Je n'ai pas assez compris évolution à propos de l'alcoolique. On n'a pas parlé d'évolution d'alcoolique, on a parlé de ce qui se passait lorsqu'une personne en état d'ébriété mourait. Tout à l'heure. On n'a pas parlé de l'évolution de l'alcoolique. L'alcoolique, il vit un plan évolutif qui est extrêmement pénible. C'est celui qui, humanitairement parlant, comme ceux qui se droguent, ont une fonction cosmique à jouer, une fonction planétaire, où ils obligent les esprits qui veulent réellement se connecter à Dieu, karmiquement, ils obligent ceux-ci à rester groundés au sol. Les alcooliques ainsi que les drogués ont une autre fonction sociale, c'est qu'ils assument à eux seuls une immense part du karma collectif. Ceux qui sont bien dans leur peau le doivent en général à ceux qui sont mal dans leur peau. Collectivement parlant, l'alcoolique assume des responsabilités sociales karmiques noires. On ne peut pas cracher ou maudire un alcoolique. Ils ont une fonction évolutive extrêmement importante pour la société et pour l'humanité. Ce n'est pas les alcooliques qui vont lancer les guerres. Ce n'est pas les alcooliques. Oh, ils font certaines choses, ils battent leurs femmes, battent leurs enfants, il y a des petites choses comme ça, c'est normal, parce que l'alcoolique qui absorbe une grande partie du karma social finit égoïquement par en avoir marre. Il sait qu'il est mal pris. Il sait qu'il vit dans un monde infernal. Et l'alcoolique peut être guéri. Sauf que l'alcoolique doit être guéri par la société.
La société va, si elle est capable d'amener suffisamment d'énergie haute, moins karmiquement noire à l'alcoolique, elle peut l'aider. L'alcoolique évolue d'une façon magistrale parce qu'il est d'une utilité magistrale. Sauf que dans l'expression présente de sa vie, ça ne paraît peut-être pas nécessairement. Mais sachez qu'une personne qui est alcoolique et qui s'en sort, elle a un pas magistral de fait au niveau de l'humilité, au niveau d'un apprentissage et plusieurs choses, comparativement à celui qui n'a jamais bu. Ça ne veut pas dire que vous devez commencer à vous saouler la gueule, soit dit en passant. Que veut dire exprimer l'ego par l'extérieur? On peut exprimer l'ego par l'orgueil, humainement parlant. Et lorsque j'ai mentionné d'essayer de finir par exprimer l'ego d'une façon extérieure au plan planétaire, je veux simplement dire, non pas exprimer de l'orgueil, mais supramentaliser l'ego pour le forcer à devenir notre dôme éthérique. C'est ce que ça voulait dire. En fin de semaine, je donne un séminaire, qui est un séminaire sur l'homme nouveau, un séminaire intensif et relativement intensif au niveau énergétique. Il y a des questions qui ont été posées ici ce soir qui sont répondues dans ces séminaires. Oui, effectivement, on les conserve de toute façon. À un moment donné, quand on manquera d'improvisation, on reprend des questions. Ça n'arrivera jamais, mais enfin, ça donne du courage. Le séminaire, il s'adresse aux personnes qui ont commencé un cheminement évolutif et un cheminement de conscientisation. Et il y a énormément de questions qui se posent aux personnes. Il y a des questions qui se posent. Il y a le problème que lorsqu'ils sont dans une situation pour poser les questions, ils ne se rappellent plus de leurs questions. En séminaire, ça ne se passe pas. Si à un moment donné, vous voulez savoir qui pense chez vous et à quel plan vous êtes connecté pour être manipulé, ben, le séminaire que moi j'organise, il est fait exclusivement en fonction de ça. Plus d'énergie que de l'énergie. Je fais le message parce qu'il y a des personnes qui me demandent de l'information à Mario. J'organise le séminaire, je suis donc placé pour savoir ce qui se passe dans le séminaire. Ceux que ça intéresse, vous êtes les bienvenus. Ceux que ça n'intéresse pas, vous êtes les bienvenus. C'est samedi et dimanche, ça.